Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, dans un moment où on se demande où vont les écolos tiraillés entre le PS et le Front de gauche à quelques semaines des élections départementales. Avec moi pour vous questionner Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Avec d'abord une question d'actualité, Frédéric. Alors, on a appris hier par le Canard enchaîné que le jeune président nouvellement élu des jeunes pop, enfin les jeunes UMP, en fait n'avait pas ses papiers, enfin était un sans-papier d'origine camerounaise. Il s'est mis en congé de ses fonctions. Est-ce que pour vous, d'abord ça vous surprend, et est-ce que vous y voyez un problème ? Alors, est-ce que ça me surprend ? Je n'ai pas lu l'ensemble des articles, je ne connais pas sa situation. Il me semble qu'il fait partie de ces gens qui ont des papiers régulièrement en France et qu'à un moment n'en ont plus, notamment pour des questions de délai, de renouvellement. Il fait part de sa démarche de naturalisation, que sa famille a des papiers en France. Donc ça ne me choque pas parce qu'il est exactement dans le parcours de beaucoup d'étrangers en France, qui a un parcours très complexe, très long, et y compris qu'on est beaucoup à l'avoir dénoncé quand Nicolas Sarkozy était président de la République, mais les choses ne se sont pas beaucoup améliorées depuis dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de papiers qui sont réguliers en France, qui vivent en France et qui ont des papiers et qui ont beaucoup de difficultés à avoir un renouvellement de leur carte ou un processus de naturalisation dans les temps. Après, est-ce que ça me choque ? Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils se mettent en congé. Enfin, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Enfin, je veux dire, pourquoi sa qualité à avoir été désigné président des Jeunes Pop en décembre, il a perdu ses compétences en 3 mois ? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il ne pourrait pas les représenter ? Le paradoxe, c'était qu'il est quand même au sein de la droite forte, des courants du MP. C'est surtout ça, le paradoxe, c'est qu'il est dans un camp politique qui n'arrête pas de stigmatiser les étrangers, de dire tout le temps les sans-papiers sont la cause d'eux, ce qui montre bien en fait toute l'idiotie de ce discours-là. Et ça montre bien aussi qu'à force de taper sur des personnes qui en fait ne sont pas assez reconnues par l'État, lui-même est arrivé dans cette difficulté-là. Ça veut dire qu'il faudrait que l'UMP insiste pour qu'il garde son poste, selon vous, là, ce que vous dites ce matin ? Moi, je pense que ça montre surtout ça met en lumière le fait que le discours de l'UMP sur la question des étrangers en France et notamment de la manière dont ils stigmatisent les sans-papiers et ils font un amalgame entre des tas de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, ça montre bien qu'on est complètement ailleurs. Après, j'imagine la gêne au sein de l'UMP et le fait que cette personne se soit mise en congé montre bien qu'il est devant une pression très forte. Moi, j'aimerais mieux qu'on pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'a plus de papier ? Pourquoi est-ce que... Puisque c'est ce qu'il dit, moi je ne sais pas après si c'est vrai. Pourquoi son processus de naturalisation prend tant de temps ? Vous savez, aujourd'hui, pour être naturalisé français, y compris quand vous êtes là depuis 30 ans, il vous faut déjà plus d'1 an pour avoir un rendez-vous, et souvent ça prend 2 ou 3 ans. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a des personnes qui vivent en France depuis des tas d'années, qui ont un travail, qui vivent dans notre pays véritablement, qui veulent à un moment faire cette démarche et qui en fait ont tout un parcours du combattant et se retrouvent dans une précarité administrative ahurissante. Il fait partie de ces gens-là. Alors finalement, Stéphane Tiki serait le bienvenu à Europe Écologie Les Verts. Il est bienvenu où il veut. Moi, je pense surtout qu'il serait temps que l'UMP change son regard sur la question de la place des étrangers dans notre pays, y compris la question. Vous le soutenez pour qu'il reste à son poste. Oui, et puis en général, et surtout pour qu'il obtienne ses papiers, parce que vous savez, se retrouver dans une situation de précarité administrative comme ça, je pense que c'est surtout extrêmement douloureux pour cette personne. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, quel est son travail et tout ça, mais je pense que c'est pas simple. Alors, on va revenir aux suites de l'élection législative partielle dans le Doubs, avec un score très très serré. Le PS qui l'a emporté à l'arraché face au FN. Ce score vous a surpris, ce résultat très serré vous a surpris ? Il m'a surpris dans le sens où le PS a réussi à réunir des voix au second tour, mais le Front National a été chercher beaucoup chez les abstentionnistes. Et par rapport aux autres législatives partielles, on a déjà eu des cas où le Front National était au second tour. Là, ce qui change la donne, c'est que le FN va chercher des gens qui ne s'étaient pas déplacés pour lui au premier tour. Et c'est surtout là que c'est extrêmement, à mon avis, inquiétant, parce qu'en fait, ça montre tout simplement qu'il avait des réserves de voix plus importantes que pensé, même si le Parti socialiste remporte l'élection. Et c'est en ça que c'est extrêmement troublant, dans une circonscription où la gauche a fait jusqu'en 2012 des scores énormes, même si le Front National, objectivement, dans cette circonscription, monte depuis 6 ans. C'est une dynamique qu'on a vue depuis fort longtemps. Après, c'est inquiétant parce que, on s'interroge sur
non pas quelle est la place du Front National, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans une région avec une très forte industrie et une région qui a connu une immigration forte, mais y compris l'immigration se passe bien, parce qu'il faut quand même le rappeler, dans la région de Montbéliard et de Belfort, il y a une énorme immigration qui est arrivée dans les années 70. Ce sont énormément de personnes qui ont été la force de production de chez Peugeot. Et aujourd'hui, ils vivent là, ils ont un savoir-faire, il y a une main-d'œuvre qualifiée, mais qui cherche évidemment des débouchés. Alors, au Front de gauche, au PC, au Parti de gauche, on dit que c'est un désaveu pour le gouvernement qui a méprisé l'électorat de gauche. C'est un peu l'interprétation donnée de ce scrutin. Ce sont des mots que vous reprendriez, vous ? Écoutez, moi j'ai été sur place soutenir notre candidat qui était là au premier tour. La réalité, c'est qu'il y a un désaveu de tout le monde. On est dans une zone qui, dans les années 70, employait 42 000 personnes dans l'automobile. Aujourd'hui, c'est plutôt 11 000 chez Peugeot et 22 000 avec tous les sous-traitants. Tout le monde travaillait chez Peugeot. Il faut juste comprendre ça. C'est une région où tout le monde travaillait dans l'industrie automobile, quasiment tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débouché. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette région. On part ? Parce que c'est un sujet. Est-ce qu'on part définitivement de cet endroit ou est-ce qu'on arrive à reconvertir l'endroit, à ramener une autre activité qui utilise le savoir-faire de ses ouvriers? Est-ce qu'on arrive aussi à répondre aux défis écolos de cette région? Parce que c'est un sujet majeur. Et notamment, vous avez tout un sujet sur savoir est-ce qu'on aide, par exemple, la reconversion dans la question du bois? Parce que c'est une région qui a un potentiel très fort. C'est pas la question, je vais vous dire, de savoir si le gouvernement fait de l'austérité ou pas. Excusez-moi, mais les gens que vous rencontrez sur les marchés dans le coin... Comme c'est ce que disent, effectivement. Oui, mais très bien. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi arrêter de prendre les électeurs pour des idiots. C'est une région où, objectivement, il y a une angoisse très forte. Est-ce que dans cette élection au deuxième tour, le Front républicain a fonctionné? Est-ce que le report des voix, à votre avis, a été suffisant? Report des voix à une partie de la gauche et une partie peut-être de l'UMP? Écoutez, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, de toute façon, à gauche, on y a beaucoup plus voté qu'au moment des européennes, et au premier tour et au second tour. C'était d'ailleurs une surprise. Le Parti socialiste n'a pas caché sa joie de voir les voix revenir. Ça s'est mobilisé. Est-ce que ça s'est mobilisé après a suffisamment vu le score final? Certainement pas. Après, le sujet est surtout de savoir la responsabilité des partis politiques et notamment de l'UMP. Objectivement, la question pour moi, c'est pas l'histoire du Front républicain, parce que je crois pas, y compris à ce terme-là, qui est utilisé depuis fort longtemps. La question est de savoir si à un moment, en tant que citoyen, on souhaite aider la venue au Parlement de quelqu'un qui fait un tract sur le péril islamique. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et c'est pas la question de savoir si on est socialiste, proche de l'UMP ou quoi que ce soit. Je le dis parce que moi, j'ai déjà été confrontée à plusieurs reprises sur cette question-là à voter à la fin pour la droite alors que c'est pas du tout mes convictions. Et je l'assume sans problème. Après, objectivement, et ça, on n'en fera jamais l'économie dans notre pays, on a un sujet qui est très clair, c'est que notre mode de scrutin pour les législatives fait qu'aujourd'hui, les électeurs ne se sentent pas représentés parce qu'on a un mode de scrutin qui n'est pas à la proportionnelle. D'accord. Donc pour vous, c'est ça le problème. Vous revenez sur la proportionnelle. Non, mais je pense que c'est un problème. Écoutez, aujourd'hui, des électeurs qui ont voté en 2012 aux législatives, vous avez 50% des voix exprimées en 2012 aux législatives qui ne trouvent aucun débouché politique. D'accord, mais à court terme, parce que là, la proportionnelle, c'est à moyen terme, on va dire à court terme. À court terme, il y a les élections départementales qui arrivent, et d'ailleurs, le PS qui vous met un peu la pression en disant que l'émiettement des candidatures à gauche, comme il y a eu dans le Doubs d'ailleurs au premier tour, alors là, le PS s'est qualifié quand même, mais bon, ça peut être suicidaire. Je reprends les propos de Jean-Christophe Cambadélis, et qu'avec une gauche dispersée, le PS et la gauche peut être éliminé dans 450 à 500 cantons. Ça, c'est à court terme. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des endroits où on fait des accords avec le PS et qu'on les a signés au mois de décembre. Donc, pas partout, il y a quand même... Pas partout, non mais attendez. Déjà, je vais mettre tout le monde à l'aise. Les écologistes au cantonal, au départ, ont toujours fait des candidatures autonomes. Donc, il faut aussi arrêter de refaire une histoire qui n'a jamais existé. Aux dernières cantonales, on a même eu 44 second tours contre le PS. Donc, on est assez à l'aise avec le sujet. Et le mode de scrutin qui a changé là, en effet, invite, puisqu'il faut présenter des binômes, un homme, une femme, plus des suppléants, peut inviter à des accords entre partis pour avoir une configuration différente. On l'a fait dans plein d'endroits. Et avec le Parti socialiste, et avec le Parti communiste, et avec d'autres forces du front de gauche. Oui, la réalité, c'est que vous dites pas simplement on va faire un accord et on le fait. Pour ça, il faut qu'il y ait un accord programmatique et que les gens s'entendent. Et c'est ce que j'ai déjà expliqué à mes amis socialistes.
Jean-Christophe Cambadélis peut nous convoquer pour nous expliquer ce qui se passe. Ah, vous dites à mes amis socialistes. Mais oui, mais c'est bien sûr, j'ai pas de problème. C'est assez rare, cette mais formule. Non, mais écoutez, il y a un moment, il faut aussi arrêter. On fait des choses ensemble, même si on a des désaccords aussi profonds. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on a un problème avec la politique départementale qui est menée? Est-ce que demain, on peut faire des choses ensemble sur les différentes compétences du département, et surtout, est-ce qu'on a des propositions qui respectent tout le monde? Et c'est là le sujet. Vous parliez de Montbéliard et du Doubs. Mais peut-être qu'on aurait pu faire autre chose au premier tour de la législative si le dialogue entre les différents partenaires de la gauche avait été différent. Et qui est responsable de ce mauvais dialogue? Mais tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas convoquer l'unité d'un seul coup quand depuis des années, vous avez des relations extrêmement détériorées entre les différents partis de gauche, quand vous avez parfois une hégémonie qui s'exprime et qui est très mal placée. Et je le dis d'autant plus facilement que nous avons très peu de conseillers généraux. Donc vous savez, nous n'avons pas grand-chose à perdre. Nous avons 43 conseillers généraux aujourd'hui. Sauf que peut-être que la gauche ne se qualifiera pas pour le second tour, oui, en mais ayant je veux dire, des candidats. La gauche, faut qu'on arrête de dire à des partis qui ont des poids politiques, et le mien notamment, qui n'est pas majoritaire dans ces territoires, qu'on leur explique que c'est à cause d'eux que va pas se faire la sélection. Mais alors pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vous explique. Oui, la sélection. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la gauche entière qui est responsable de sa qualification au second tour. Et quand on est majoritaire dans un territoire, on a aussi la responsabilité d'avoir des relations avec ses partenaires qui soient réelles, de ne pas jouer tout le temps à l'hégémonie et de respecter l'ensemble de ses partenaires. Donc ça, c'est pour le PS. Ça vaut pour le PS et ça vaut aussi pour le Front de gauche. C'est la même chose. Et moi, je suis très à l'aise avec ça parce que je suis plutôt pour faire des unions là où c'est possible, là où les conditions sont réelles. Et j'y ai contribué dans pas mal d'endroits. Et par ailleurs, je pense que c'est une bêtise à un moment quand il y a 10 ou 12 candidatures sur un canton. Je pense que ça n'a pas de sens. Alors juste un chiffre, parce qu'on entend qu'il y aurait, il y a jusqu'au 16 février pour le dépôt des candidatures, mais qu'il y aurait 30% d'accord avec le Front de gauche. C'est un chiffre qui circule, c'est énorme. Non, il y a ce que nous avons dit, et la réalité, c'est qu'on ne pourra faire le point que quand l'ensemble des candidatures seront déposées. Nous pensons qu'il y a un tiers des cantons dans lesquels nous sommes en autonomie, un tiers dans lesquels nous sommes en accord avec le PS et un tiers où nous sommes en accord avec une force du Front de gauche. Mais ce ne sont pas des accords départementaux partout. Il y a des endroits, c'est des accords sur un canton. Vous savez, on a 2000 cantons. Donc, si vous voulez, avec des stratégies départementales. Et oui, il y a des endroits où, par contre, il y a eu des accords départementaux avec soit le PS, soit le Front de gauche. Un tiers, le résultat dans le Doubs, les appels du PS, ça va rien changer. Ça peut évoluer dans des endroits où ils sont encore en dialogue. Mais vous savez, le dépôt de candidature a démarré hier. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas moi qui décide. Aujourd'hui, c'est localement, au niveau départemental, là où il y a des discussions qui ne sont pas terminées, y compris avec d'autres, y compris dans des accords avec le PS et le PC. Donc, à voir si ça aboutit. Est-ce que vous envisagerez tout de même dans la campagne des départementales de faire, au niveau national, cette fois-ci, des meetings communs, par exemple, avec Jean-Christophe Cambadélis? Est-ce que ça peut s'envisager? Vous savez, j'ai lancé les campagnes départementales en Seine-Saint-Denis il y a maintenant 10 jours avec Claude Bartolone et le président socialiste du Conseil général. Donc je suis très à l'aise. Mais au niveau national, entre chefs de parti. Mais entre chefs de parti, je ne pense pas qu'il y aura de toute façon d'initiative nationale. Moi, je soutiens nos candidats partout et je soutiens nos candidats quelle que soit leur démarche, leur choix qu'ils ont fait en termes d'alliance ou en termes tout simplement d'autonomie, parce qu'il y a plein d'endroits où nos candidats partent seuls. Alors, on a beaucoup parlé de l'esprit du 11 janvier, notamment dans cette législative partielle dans le Doubs. Est-ce que pour vous, cette appellation esprit du 11 janvier a vraiment un sens et est-ce que cet effet va être durable ? Pour moi, cet esprit du 11 janvier, c'est pas tant la mobilisation envers la gauche ou François Hollande. C'est plutôt, d'ailleurs, ce qui nous a animés, notamment avec Jean-Christophe Cambadélis et Pierre Laurent, le jour même des attentats à Charlie Hebdo, qui était de se dire, face à une telle barbarie, il faut une réponse extrêmement forte de la classe politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fortement insisté auprès des partis politiques de droite pour qu'ils se manifestent et pour qu'ils nous rejoignent dans la rue. Et c'était pas l'idée de dire on est tous unis, force politique et tout ça. C'était de dire que quand il y a une telle violence dans ce pays, quelque chose qui attaque autant les valeurs de notre pays, et je crois, ce qui fait aussi qu'on vit plus ou moins bien dans notre pays parce qu'il y a ces valeurs, notamment de la démocratie et du pluralisme, il faut absolument de répondre de la manière la plus large. Et c'est pour moi, c'est ça l'esprit du 11 janvier, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est l'essentiel, comment est-ce qu'on arrive aussi à remettre un peu
une priorité entre les choses très fortes et peut-être... Je comprends bien, mais est-ce que vous n'en avez pas parfois un peu assez d'entendre, par exemple, Manuel Valls ou François Hollande invoquer en permanence l'esprit du 11 janvier? Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation politique? Écoutez, moi je pense qu'encore heureux que le président de la République, Emmanuel Valls, essaie, dans leur rôle qui sont les leurs, de rassembler autour de ça. Enfin, moi je préfère des présidents et un Premier ministre qui ont ça en tête, plutôt que de revenir, comme on l'a vu avec d'autres présidents de la République, à des attaques en règle des uns et des autres. Je veux dire que je pense que c'est de leur rôle. Après, si eux se sentent convoqués par cet esprit et que c'est ça qui les porte aujourd'hui, eh bien très bien. Nous verrons ensuite sur leur politique. Emmanuel Cosse, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Alors on va revenir sur quelques mesures proposées par le gouvernement avec Christophe Joly. Alors est-ce que vous êtes, en tant que représentante d'Europe Écologie Les Verts, satisfaite de voir Ségolène Royal à l'écologie, notamment quand elle annonce un bonus de 10 000 € pour favoriser l'achat de voitures électriques? Alors, la première chose, c'est que depuis que Ségolène Royal est à ce ministère, on a évidemment beaucoup travaillé avec elle. On a eu des accords forts, et notamment quand elle a... Des accords ou des désaccords? Des désaccords, quand elle a décidé d'abandonner l'écotaxe, qui, à mon avis, est une erreur magistrale. Mais on a aussi dans ce ministère quelqu'un qui a des convictions écolo fortes et qui, en effet, a compris ce qu'on lui a dit, notamment sur la question de l'automobile. Parce qu'il y a cela sur les véhicules plus écolos. Il y a aujourd'hui une question qui est très forte. On est face à des questions de pollution de l'air énormes. On a beaucoup de personnes qui aimeraient bien polluer moins dans l'utilisation de leur véhicule, mais économiquement, ne peuvent pas changer de véhicule comme ça. Et donc, nous avons beaucoup insisté pour qu'il y ait des bonus à l'achat, mais surtout, et c'est ça qui est important, des aides aussi quand on rachète des véhicules d'occasion. Parce qu'il faudrait aussi ne pas minorer le fait que beaucoup de personnes vont plutôt aller vers l'occasion, et y compris acheter des véhicules beaucoup moins importants. De ce côté-là, c'est un très bon point, mais je pense qu'il faut évidemment aller plus loin. Et là-dessus, bon... Vous entendez quoi par là, quand vous dites aller plus loin? Par exemple, typiquement, quasiment il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un pic de pollution énorme à Paris à la veille des élections municipales. On a vu qu'à l'époque, le gouvernement avait quand même beaucoup tergiversé avant de prendre des mesures radicales. Ça fait un an qu'on demande que l'on change les processus, par exemple, pour agir plus vite, pour qu'il n'y ait pas cette hésitation pendant des jours avant, par exemple, de décider ou non de la circulation alternée. La seconde chose, et là, ce n'est pas simplement Ségolène Royal, c'est concernant l'automobile. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est d'aider l'industrie automobile à aller plus vers la production de véhicules sobres et de véhicules plus écolos, moins polluants, et vraiment de les aider à convertir leur production. Je dis cela parce qu'on parlait tout à l'heure de Peugeot, mais quand même, continuer à produire en force du diesel quand on sait que... il a un impact sur la santé du fait de la pollution, mais qu'en plus, on ne peut pas le vendre partout, puisqu'il est interdit dans plusieurs pays. Et qu'à terme, c'est une production qui n'a pas beaucoup d'avenir par rapport à d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aide ces constructeurs à aller plus loin. Je dis aussi cela parce que beaucoup de personnes se tournent vers les véhicules hybrides, les véhicules électriques, des véhicules sobres. Et on a vu quand même que Renault, Peugeot sont quand même plutôt à la traîne, même s'ils ont avancé. La réponse n'est pas que dans l'électrique, effectivement. Oui, absolument, parce qu'il y a aussi des véhicules plus sobres en général. Sous Jean-Marc Ayrault avait été lancée une recherche sur les véhicules qui consommeraient 2 litres au 100, qui est une recherche extrêmement importante pour la suite, mais en fait, nous sommes très en retard avec nos constructeurs, y compris européens, par rapport à ce qui se fait dans le monde. En revanche, là, si vous êtes satisfaite sur les véhicules électriques, quid du retour sur l'interdiction des feux de cheminée à Paris? Là, pour le coup, ça doit vous... Alors, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un peu plus d'un an, la préfecture de région, et donc pas les élus de la région, la préfecture de région décide d'interdire les feux de cheminée qui ne sont pas faits dans des cheminées fermées, donc sans insert, parce qu'il est vrai qu'à côté de la pollution liée au trafic routier, ce sont les feux de cheminée en Île-de-France, notamment dans la seconde couronne, qui ont une pollution très forte. Et on l'a vu aussi, par exemple, en Isère et dans les Alpes, où c'est un sujet important. Le problème, c'est qu'on dit on interdit, débrouillez-vous. Et ça c'est pas ça l'écologie. Ça peut pas être de dire aux gens, vous avez un an pour vous adapter, vous allez vous débrouiller pour faire autrement. C'est-à-dire que c'était trop coercitif. C'était surtout coercitif, sans aucun problème, sans aucun contrôle, sans aucune alternative, et surtout sans pédagogie. Et donc Ségolène Royal a bien fait alors de revenir sur cette interdiction? Je pense qu'elle a bien fait. La question maintenant de savoir du coup, retour à la case départ, quoi. Mais c'est ça le sujet, et c'est un débat que j'ai eu avec elle. Le sujet n'est pas de revenir, simplement constater que ça représente 20% de l'émission des particules fines. Est-ce qu'on peut plutôt, et y compris nous en tant qu'élus régionaux, puisque je suis élue de la région Île-de-France, on réfléchit à ça. Comment est-ce qu'on peut aider les particuliers qui ont aujourd'hui des systèmes de chauffage à la cheminée et qui ne se chauffent qu'avec ça, parce qu'il y a un coût important.
Est-ce qu'on peut les aider à avoir un système de chauffage qui chauffe mieux, parce que les cheminées à foyer ouvert, ça ne chauffe pas bien, et par ailleurs qui émettent moins de pollution. Et donc, on a vu par exemple que dans la région Rhône-Alpes, il y a eu un dispositif qui a aidé des ménages à s'équiper d'inserts et de filtres à particules, et ça a eu une efficacité importante. Vous parliez tout à l'heure d'erreur magistrale sur l'arrêt de l'écotaxe. Oui. Qu'aurait-il fallu faire? Aller jusqu'au blocage? On voyait que c'était relativement violent. Excusez-moi, il y a eu 2 manifestations extrêmement violentes où d'ailleurs on a vu que les forces de l'ordre n'ont pas eu la même violence que quand il y a des manifestations pour protéger une zone humide à Sivins. Donc il faut aussi redire que dans notre pays, quand même, quand les agriculteurs manifestent, attaquent une sous-préfecture, brûlent un centre des impôts, on se dit quand même qu'il y a moins de soucis. Donc le gouvernement aurait dû tenir bon? Je pense qu'il aurait dû tenir bon, et surtout on a tué le principe de l'histoire du pollueur-payeur. C'est-à-dire que l'écotaxe, il faut quand même rappeler cette histoire qui est très longue, mais il n'y a pas que le gouvernement en cause, parce qu'en fait, ça s'est passé sous Fillon, et ça fait juste 8 ans que chacun se repasse la patate chaude sans vouloir s'en occuper. Quand l'écotaxe a été mis en œuvre, on a donné des contreparties aux routiers qui se mesurent dans les lois de finances. Et donc aujourd'hui, on a déboursé, on a enlevé différentes taxes, on a accepté que des tonnages plus importants circulent sur nos routes, et à la fin, il n'y a pas d'écotaxe, les portiques sont là. Beaucoup de régions et de villes demandent aujourd'hui l'expérimentation pour utiliser ces portiques pour pouvoir faire des écotaxes, on va dire, locales. C'est encore possible. C'est encore possible. Et puis en plus, quand vous allez dans la région de Pas-de-Calais, notamment à Lille, ou quand vous allez en Alsace, que vous rencontrez les élus, ils disent tous qu'ils n'en peuvent plus du contournement dont ils sont victimes de l'Allemagne et de la Belgique. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on puisse avancer, c'est que permettre aux régions qui le souhaitent de mettre en place leur écotaxe en utilisant les portiques, de pouvoir donc avoir un impôt qui arrive là et qui permette aussi l'entretien des routes. Parce que quand vous dites il faudrait, concrètement, il faudrait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des choses que vous demandez au gouvernement qui pourrait être quelque chose qui est négocié avec le gouvernement, mais avec quel moyen de pression? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, nous l'avons demandé. Nous, écologistes, nous essayons dans les régions concernées de pousser les régions à prendre des délibérations dans ce sens et donc à demander l'expérimentation. Et nous le poussons aussi à l'Assemblée nationale, notamment dans les lois, la loi de discussion en cours, la loi NOTRe sur les compétences régionales. Et après, oui, on continue à avoir un rapport de force avec le gouvernement là-dessus. Mais si vous voulez, personne peut dire que l'abandon de l'écotaxe marche bien. Oui, on a trouvé quelques moyens pour ramener des financements. Vous êtes entendu par le gouvernement sur ce dossier? Vous parlez de rapport de force? Je pense que le gouvernement est en tout cas très ennuyé. Échaudé. Non, mais ennuyé avec l'histoire de l'écotaxe. Je pense que tout le monde n'a pas pris la mesure de cet épineux dossier en 2012. Et la réalité, c'est que tout le monde l'a mis un peu de côté, n'a pas voulu s'en occuper. Il y a eu cette urgence qui est revenue en 2013 quand on l'observait. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut aussi que l'écotaxe dans les autres pays européens, ça fonctionne, ça rapporte de l'argent, notamment en Allemagne ou en Pologne. Et que ces milliards de recettes supplémentaires et aussi le fait qu'on ait évolué sur le trafic routier dans ces pays interroge tout le monde. Pas qu'au lobby, je pense aussi la faute à un manque de volontarisme politique partagé à droite comme à gauche sur la question. Et Ségolène Royal, c'est un allié pour vous là-dessus? Sur l'écotaxe, Sur l'écotaxe, je pense qu'on a des accords forts, mais en même temps, elle partage avec nous le fait qu'on ne peut pas rester au statu quo. Alors finalement, vous êtes presque comme Jean-Vincent Placé qui se dit fan de Ségolène Royal. Et moi, vous savez, je ne fais pas des déclarations d'amour au personnel politique. Voilà, donc je dirais jamais que je suis fan d'un tel ou d'un tel, y compris de mes amis écologistes. Alors, mais est-ce que vous êtes satisfaite, par exemple, de ces 200 territoires à énergie positive qui ont été lancés cette semaine justement par Ségolène Royal, avec des projets locaux sur les logements, les transports, etc., mais sans financement pour l'instant, semble-t-il. Donc, est-ce que pour vous, c'est une solution comme ça de lancer des ça projets montre qui sont surtout pas quelque financés? chose, c'est que c'était un appel à projet qui a été lancé par le ministère et donc l'ADEME, l'Agence nationale sur l'environnement. La réalité, c'est que les territoires sont beaucoup plus en avance que les politiques nationales sur les questions de l'écologie. Et moi, je suis très satisfaite parce qu'il y a 200 territoires qui ont été retenus, mais en fait, il y a eu beaucoup plus de candidatures. De même qu'il y a un appel à projet qui a été fait sur la question des zéro déchet, qui est un enjeu majeur économiquement, que des territoires se posent la question de quelle va être leur politique de déchets, comment les réduire. Et je suis très satisfaite que ça marche. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de financement, parce qu'en fait, il y a des financements. Parce qu'il y a une partie financement région-État, c'est oui, ça? Mais la partie État n'est pas vraiment budgétisée. C'est lié dans les crédits de l'ADEME, mais la question, il faut arrêter de penser que l'évolution de territoires vers une prise en compte plus forte de la question environnementale dans leur politique n'est qu'une question d'argent. Ça peut en être une sur certains sujets, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi changer complètement
votre manière de penser l'aménagement du territoire, la politique des déchets, la politique de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous sortez par exemple d'une gestion de l'eau avec un syndicat comme Veolia à une régie publique, vous savez, toutes les villes ont fait des économies. Donc, il faut aussi arrêter de penser que avoir une évolution de nos territoires et de nos politiques vers plus d'écologie et plus d'environnement coûterait de l'argent. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous souhaiteriez que les commandes publiques concernant toutes les commandes publiques, les transports par exemple, se fassent avec un quota plus élevé de produits, entre guillemets, moins carbone ? Ça, ou par exemple, faire en sorte que partout où on a les commandes publiques sur les cantines scolaires et même les cantines collectives, on puisse avoir les circuits courts et l'achat des produits locaux. C'est des choses très simples qui, en fait, quand elles sont mises en œuvre à un territoire adapté, fonctionnent très bien. Christophe Joly. Vous avez beaucoup dit que vous étiez satisfaite. Est-ce que ça veut dire que Ségolène Royal fait aussi bien qu'un Vert ferait au gouvernement ? À l'écologie, et la question n'est pas de savoir si elle fait aussi bien ou si elle fait mieux. Elle est socialiste et nous sommes écologistes. Donc je pense qu'on n'aurait pas les mêmes approches. Je pense que nous n'aurons pas les mêmes appuis. Nous n'aurions pas les mêmes attaques. À l'écouter, Ségolène Royal, elle est relativement tonitruante, avec beaucoup d'effets d'annonce. On a le sentiment que vous êtes moins audible, du coup. Écoutez, je crois pas, mais la question c'est qu'on n'est pas au gouvernement, donc on est évidemment... Au regret parfois de ne pas y être. Non, c'est le sujet, il y a deux débats. Il y a la question de savoir quelle est notre force quand on n'est pas au gouvernement et qu'on travaille avec ce gouvernement, et après il y a la question de savoir si à un moment on estime que c'est nécessaire d'y être et d'avoir les conditions pour y travailler. Moi je veux bien qu'on refasse l'histoire à chaque fois, mais la réalité c'est qu'au mois d'avril, quand nous avons fait le choix de ne pas aller dans ce gouvernement, nous n'avions pas les conditions pour y travailler correctement. Mais est-ce que parfois il vous arrive de souhaiter y être quand vous voyez certains dossiers comme l'écotaxe gérés de cette façon? La question, c'est pas spécialement que je souhaite y être, c'est que je souhaite que ça avance différemment. Mais non, mais vous comprenez, c'est une question de rapport de force. Oui, mais la question, c'est que le rapport de force, il s'exerce pas simplement parce que vous êtes dans le gouvernement, que vous allez vous rouler par terre dans le bureau du Premier ministre parce qu'il arrête l'écotaxe. C'est pas comme ça que ça se passe. La question des rapports de force, c'est de savoir si à un moment, on arrive à avoir des compromis après des discussions serrées. Et c'est pas simplement la question d'être ministre. Moi, je nie pas le fait que quand vous conduisez une politique, et donc quand vous êtes au gouvernement, vous l'incarnez, et la question de l'incarnation est très forte, et je pense quand même que quand vous êtes en responsabilité, vous avez des marges de manœuvre qui sont très importantes, mais c'est pas parce que vous n'y êtes pas que vous n'en avez pas non plus. Et je pense d'ailleurs que c'est une manière, je pense que beaucoup de partis se leurrent là-dessus quand ils ne jouent pas le jeu que nous jouons aujourd'hui, qui est un dialogue constant, voire un dialogue semé d'embûches avec le gouvernement, et donc une discussion et un rapport de force avec eux sur tous les sujets. Alors, à propos du gouvernement, quand même, on a une petite rubrique dans cette émission qui s'appelle la question du bon élève. Alors, justement, lors de sa conférence de presse du gouvernement, dans sa conférence de presse, François Hollande vous a adressé un message à ce sujet-là. Ah, oui. Lequel était-il, alors, ce message ? Vous parlez du message de bienvenue ? Oui, c'est-à-dire, c'est quoi ce message de bienvenue alors? C'était, si je me souviens bien, François Hollande a rappelé les engagements de la France pour la conférence environnementale donc, qui arrive, la COP21 qui arrive en décembre, la nécessité que la France soit exemplaire. Et de ce côté-là, on pourrait beaucoup en discuter. Et il a répondu, je ne sais plus quelle était la question, mais il a répondu à un moment. Et si les écologistes veulent accompagner ces choix, ils sont les bienvenus. Voilà, si les écologistes veulent participer au gouvernement, ils sont les bienvenus. Et alors, on a envie de savoir que lui répondez-vous? Quelle est votre réponse? Mais la question, c'est pas d'être bienvenu ou malvenu. Enfin, on est des partenaires de la majorité, donc heureusement que l'on peut dialoguer avec le président de la République. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'il propose, et est-ce que il est prêt aussi, et je pense que c'est le dialogue qu'il a y compris avec des socialistes, est-ce qu'il est prêt à regarder aujourd'hui les raisons de nos désaccords, et est-ce que des choses vont changer? Mais par exemple, cette grande année 2015 qui se conclut par cette conférence sur le climat, est-ce que ce ne serait pas finalement opportun que les Verts retrouvent le gouvernement, par exemple en septembre, pour accompagner cette grande conférence sur le climat ? Déjà, nous l'accompagnons quoi qu'il arrive. Après, moi, je suis assez amusée parce que quand nous étions au gouvernement, on passait notre temps à nous demander ce que nous y faisions. C'est quand même toujours étonnant. Et maintenant, tout le monde nous dit, mais vous devriez être, c'est la conférence environnementale. Oui. Non, mais vous savez quoi? La question, c'est que c'est pas parce qu'il y a un événement sur l'environnement que les écolos doivent être au gouvernement. Mais enfin, quand même, on voit bien qu'il y a des points de vue très divergents. Oui, non, mais laissez-moi. Je vais quand même terminer. La question n'est pas, ce n'est pas parce qu'il y a la COP21 qu'il faut qu'on soit au gouvernement et quand elle aura plus lieu, on partira. Le sujet de savoir si à un moment,
François Hollande et son Premier ministre souhaitent avoir une politique qui est plus tournée vers l'écologie, où l'écologie est au cœur de leur politique et pas juste un supplément d'âme. Et est-ce qu'ils donnent des marges de manœuvre pour y travailler ? Le débat, c'est celui-là, ce n'est pas un autre. Et y compris, excusez-moi, mais pourquoi il y a eu tant de tensions avec les socialistes ? Quand le CICE a été créé, le crédit impôt compétitivité, qui est le premier moment de grande crispation après la question européenne, on n'a jamais pu discuter de la conditionnalité de ces aides, de la question de l'éco-conditionnalité. C'est un débat qu'il y a eu avec les écologistes et qu'il y a eu avec une partie du Parti socialiste. Je regarde dans les contributions aujourd'hui déposées au sein du congrès du PS que la question du CICE est au cœur de plein de contributions où beaucoup de socialistes, et y compris des plus majoritaires, appellent à évoluer. Mais non, mais c'est pour dire que la question, c'est pas de savoir si nous ou pas on est les bienvenus, c'est aussi est-ce que le gouvernement veut faire un tournant de sa politique et tout ça. Alors à quelles conditions ça pose la question des conditions. Il paraît qu'il y a des conditions. On entend dire qu'il y a des conditions, la proportionnelle, qui est plus Manuel Valls. On entend des conditions comme ça. Chacun quoi, peut écrire ses conditions. Il y a un problème, c'est pas des conditions. La question, c'est le gouvernement, c'est François Hollande, c'est lui qui décide ce qu'il met sur la table et après on discute. Quand Cécile Duflot avait quitté le gouvernement, elle avait évoqué son désaccord avec Manuel Valls. Est-ce que pour vous, le fait que Manuel Valls reste Premier ministre est un obstacle à un retour au gouvernement ? Non, mais moi j'ai jamais formuler mes désaccords en lien avec une personne. C'était le cas en avril, c'était le cas en août, et ça sera le cas demain. D'accord, mon sujet, il n'est pas celui-là. C'est pas le les marges de manœuvre, et ce que veut faire le gouvernement. Il y a pas des si l'idée, c'est de faire 25 lois Macron, je peux vous dire qu'on ne discute pas. Déjà, enfin quand même. C'est non, c'est ça. Mais c'est pas un problème que c'est non, c'est que vous voulez avoir un contexte. Aujourd'hui, on est sur une discussion sur la loi Macron qui quand même a essayé de détricoter le droit de l'environnement. On a réussi à obtenir un recentrage total de cette partie-là. D'ailleurs, vous la voterez du coup la loi avec ce recentrage déjà, c'est pas moi qui la vote. Oui, je veux dire, mais vous appelez à ce que les parlementaires vu l'état de la Europe discussion sur la loi la Macron et qu'il y en a encore pour 10 jours, pour l'instant, je n'ai aucune idée du vote des écologistes. Mais vu le peu d'avancement sur beaucoup de sujets, j'en suis pas certaine. Vous n'en êtes pas certaine. Christophe Joly. Pour revenir à Manuel Valls, il a annoncé jusqu'au terme le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est quelque chose qui doit vous faire tiquer. Oui, enfin c'est surtout qu'il a... lui, précisément, parce qu'il le problème, c'est pas qu'il a annoncé Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il a eu cette phrase que je trouve terrible. C'est qu'en gros, il a dit il faut attendre la fin des recours et puis après, nous allons faire l'aéroport. C'est-à-dire qu'il a laissé entendre que l'ensemble des recours juridiques qui sont déposés aujourd'hui et qui... Ce n'est pas un frein à la mise en œuvre. Non, mais surtout, ça voudrait dire qu'il a déjà le résultat des recours. François Hollande a dit la même chose. Hein. Oui, mais sauf que le sujet... ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, sauf que... vous savez, on nous a dit la même chose sur le barrage de Sivins, jusqu'à temps qu'il y ait une infraction au niveau européen qui soit notée et que, y compris les experts des péchés par Ségolène Royal, se rendent compte qu'il y a un problème. Notre-Dame-des-Landes, hier, une nouvelle commission a redonné un nouvel avis sur l'impact environnemental de cet aéroport. Et la réalité, c'est que quand vous regardez l'ensemble de l'argumentation, vous vous dites que, objectivement, l'aéroport a peu de chances de se faire. Donc moi, je redis les choses très simplement. Nous avons une opposition à Notre-Dame-des-Landes. Nous avons déposé aujourd'hui, avec d'autres, plus d'une 50aine de recours. Certains très importants sont en examen cette année. Et ben, nous allons regarder. Et moi, est-ce qu'ils soient pris en compte sérieusement ? Comment ? Vous demandez à ce qu'il soit pris en compte sérieusement. Vous savez, si c'est juridique, oui. Et pas balayé d'un revers de la main. La réponse, elle est juridique. Et puis après, si vraiment l'exécutif veut s'entêter dans la construction d'un aéroport dont on ne démontre pas l'efficacité et la nécessité, qui va détruire une zone humide extrêmement importante, un endroit où on a pu mobiliser jusqu'à 50 000 personnes. Moi, je veux bien que le gouvernement se mette là-dedans, mais est-ce qu'on ne croit pas qu'il y aurait peut-être urgence à avoir d'autres projets d'infrastructure que celle-là ? Mais là, vous décrivez un casus belli, pour le coup. Mais ça a toujours été un casus belli, Notre-Dame-des-Landes, et ça continuera à l'être. Mais plus encore non, pas plus qu'hier. Ça fait 10 ans. Moi, c'est monté en puissance parce que c'est devenu un sujet national et que c'est très bien. Maintenant, tout le monde connaît cet aéroport. Ça veut dire aussi qu'on a été très efficace et je m'en réjouis. Mais ça fait simplement 10 ans que c'est là. Enfin, c'était d'abord des militants locaux. Ah non, c'est pas forcément Europe Écologie qui a piloté tout, comme pour Sivins, comme pour toutes ces luttes. Non, mais justement, c'est tout à fait l'inverse. Sur Sivins, il y a une histoire locale et après, il y a des élus qui viennent en appui. Sur Notre-Dame-des-Landes, depuis le début, les élus écologistes dans l'agglo, dans la ville, au département, enfin on n'en a pas, mais dans la zone département et dans la région, ont toujours été opposés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut nous discuter tout ce qu'on veut, mais sur Notre-Dame-des-Landes, nous étions les premiers présents avec les paysans, notamment Julien Durand. Et c'est pas une petite histoire qui s'est créée. C'est pas une petite histoire militante, ce n'est pas vrai. C'est un projet qui est là depuis 40 ans, qui irrigue toutes les luttes dans le coin et qui aussi a expliqué pourquoi en 2010,
nous avons eu tant de difficultés à négocier avec le Parti socialiste au moment des régionales et que Notre-Dame-des-Landes a été un casus belli dans la négociation avec le président de région. Et ça, c'est pas une condition. Alors, est-ce que ça pourrait être une condition pour revenir au gouvernement ? Je répondrai pas comme ça parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais parce que certains le disent, on entend effectivement Jean-Vincent Placé évoquer un retour des écologistes au gouvernement. Voilà, en 2015, il a dit qu'il le souhaitait. Il est même disponible d'ailleurs. Il pense qu'il en a les compétences. C'est bien. C'est tout ce que ça vous inspire. Mais non, mais que des écologistes pensent qu'ils sont compétents pour refaire de l'écologie, encore heureux. On a quand même l'impression qu'il y a des vraies divergences là-dessus entre une partie des écologistes, notamment les parlementaires qui veulent effectivement une participation au gouvernement, une partie de la base qui est opposée et que vous êtes un peu tiraillé entre les deux. Non, moi je suis pas tiraillée. Moi je suis à la tête d'un parti et j'essaie de faire vivre dans ce parti la biodiversité des écologistes. Donc je le fais comme ça. Après, non, mais biodiversité. Oui, d'accord. Donc Jean-Vincent Placé fait partie de la biodiversité. Absolument. Mais comme les militants de base, comme vous dites, et même Jean-Vincent peut être un militant de base quand il le veut. Le sujet, évidemment qu'il y a un débat. Heureusement, mais écoutez, heureusement que dans notre parti... Là, il le veut pas alors. Vous dites même Jean-Vincent peut être un militant de base quand il le veut, là, il le veut pas. Si, non, c'est pas le problème. Heureusement que dans notre parti, qui veut prendre des responsabilités et qui est quand même un parti de gouvernement, on se dise à un moment, on s'interroge sur notre rapport au pouvoir et comment on l'exerce. Donc oui, il y a un débat. Le débat n'a jamais été clos. Il était là quand nous y étions. Il est là maintenant et il s'exprime. Et voilà, moi, j'ai pas de sujet avec ça. Pas clos, ça veut dire que pour l'instant... Mais le sujet n'est jamais clos. Quand vous présentez des parlementaires, quand vous allez dans les élections, on n'a jamais dit qu'on allait rester en dehors. Même le Front de gauche ne dit pas qu'il ne veut pas aller dans un gouvernement. Donc, je vous mets à l'aise. La question de l'exercice du pouvoir, elle est quand même au cœur de nos discussions. Et cette question, est-ce qu'elle se pose aussi, de manière aussi tendue chez les écologistes pour 2017 ? Ou alors est-ce que vous êtes tous d'accord sur la présidentielle? Oui, sur la présidentielle, pour une candidature écologiste. Le débat n'est objectivement aujourd'hui pas lancé. Vous entendez en discuter, mais vraiment le débat n'est pas lancé. Il le sera, je pense, au lendemain des élections régionales. Et je pense qu'il est les gens sont très divisés, en tout cas, s'interrogent sur deux choses. Est-il utile d'avoir une candidature écolo quand nous avons du mal à faire des scores qui nous permettent d'avoir une audience forte? Et en même temps, si nous n'avons pas, comment est-ce que l'écologie est présente dans cette campagne? Qui est une question... Mais votre conviction? Eh ben, j'en suis à ça de mon état de réflexion. Je vous le dis très franchement, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais été très fan de l'élection présidentielle, avant même d'être à la chef d'un parti. J'ai toujours regardé ça avec beaucoup de distance, mais en même temps, notre système politique est comme ça. Donc aujourd'hui, moi, la question est de savoir, c'est pas tant la question des candidats, la question... après, il y a tout le débat qui pourrait être posé sur la question du second tour, la question de l'éparpillement de la gauche. Mais au-delà de ça, c'est... Aujourd'hui, l'écologie, elle n'est ni portée à gauche par le Parti socialiste, ni par le Front de gauche. Et donc, nous sommes... Non, mais c'est vraiment mon sentiment. C'est-à-dire que nous essayons de créer une voie qui est ancrée dans la gauche, mais qui n'est pas ni la gauche productiviste du PS, ni la gauche productiviste... D'accord, c'est intéressant ce que vous dites, parce que comme on voit qu'une partie des écolos est tentée d'aller vers Jean-Luc Mélenchon, pour vous, il n'est pas plus écolo que le PS. Il a des convictions écolo, mais je ne me sens pas représentée par ce que propose son parti. Ni plus proche entre le PS et Mélenchon. Je ne remets pas du tout en cause ses convictions personnelles et ce qu'il dit, ça a de l'écho chez moi, comme je ne remets pas en cause l'engagement écolo d'un certain nombre de socialistes. Mais la réalité, c'est que voilà, ce ne sont pas des écolos. Quand François Hollande dit jeudi dernier que les amis écologistes n'ont pas le monopole de l'écologie, vous accréditez mais très bien. Qu'il y ait de l'écologie partout, c'est ça? Mais vous savez quoi? J'aimerais bien qu'on n'ait pas le monopole de l'écologie. Le problème, c'est que mais lui dit que vous ne l'avez pas. Qui me... Prouve le contraire. Non, mais j'aimerais bien qu'il ait raison. Sauf que je regarde les discussions à l'Assemblée nationale, je regarde ce qui se fait là au Sénat sur la transition énergétique, je regarde ce que je vis dans les collectivités locales. La réalité, c'est que qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait plus d'écologie dans l'ensemble des politiques publiques? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ne soit pas tout le temps obligé de rappeler des choses élémentaires? Et y compris, je pense que Ségolène Royal aimerait beaucoup que nous n'ayons pas le monopole de l'écologie et qu'elle ait plus de soutien, y compris dans ses rangs. Et je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que la société est beaucoup plus en avance que la classe politique sur ces sujets-là. La société, à chaque rendez-vous électoral, nous demande des comptes sur ces sujets. Et on a bien vu pourquoi aussi Anne Hidalgo a évolué là-dessus, parce qu'il y a une demande très forte de ses électeurs sur ces sujets-là. Et à côté de ça, on a une classe politique qui a encore des réflexes d'il y a 30 ans. Donc en décalage, en fait. Et qui est totalement en décalage et qui, en plus, réfléchit toujours avec les lobbies économiques qui, eux, ne passent leur temps qu'à taper sur l'écologie. Alors, pour poser la question différemment sur 2017, si par exemple François Hollande
pouvait se prévaloir, si bien sûr les candidats à sa réélection pouvaient se prévaloir d'un relativement bon bilan avec une réussite de la conférence climat, avec le respect de son engagement de fermer Fessenheim par exemple, et la loi donc transition énergétique qui soit réellement appliquée, est-ce que finalement vous pourriez peut-être vous ranger derrière sa candidature en 2017 ? Déjà, j'attends de voir tout ce que vous dites, parce que j'attends toujours la fermeture de Fessenheim, qui est pour nous un point non négociable, y compris de nos discussions avec les socialistes, et plein d'autres choses. Et donc le débat ne se pose pas comme ça aujourd'hui. Alors, il nous reste 10 petites minutes d'émission, juste avant les questions des radios. On reviendra sur Fessenheim d'ailleurs. Une question internationale, Frédéric Delpech. Alors, il y a effectivement aujourd'hui une grande attente concernant l'Ukraine et la Russie et la possibilité peut-être d'un accord qui semble, en tout cas pour l'instant, dit-on, en bonne voie. Est-ce que pour vous, l'initiative prise par François Hollande avec Angela Merkel était une initiative positive et est-ce que vous ne regrettez pas certains propos de certains écologistes assez durs à l'encontre de Poutine? Est-ce que finalement il ne fallait pas négocier plus tôt avec Poutine? Non, enfin, ça fait longtemps maintenant qu'on discute de l'Ukraine. On a notamment eu un débat très important au moment des élections européennes. Moi, ce que je regrette, c'est pas du tout l'initiative qui a été prise là, qui était à mon avis nécessaire. Ce que je regrette, c'est que l'Europe a quand même été totalement absente pendant plusieurs mois. Et quand je dis l'Europe, je veux dire l'Europe qui parle au nom de l'ensemble de ces pays. L'Europe, c'est qui? C'est Madame Merkel et François Hollande. C'est pas simplement François Hollande et Angela Merkel. L'Europe, en tant qu'Europe, avec, et vous l'avez vu notamment, on a une crise en Ukraine cet été, alors que la Commission n'était pas encore nommée, et objectivement, l'Europe n'a pas été au niveau. D'accord, l'Europe en tant qu'institution européenne. Oui, mais on a quand même des précédents avec cette Europe. On a eu la guerre en ex-Yougoslavie, on a eu le conflit en Géorgie, on a aujourd'hui l'Ukraine, et je pense qu'il est nécessaire, et heureusement que François Hollande et Angela Merkel ont mis leur poids politique et leur poids de leur puissance des pays qu'ils gouvernent au cœur de la discussion. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et quand même, à un moment, comment ça se fait que l'Europe n'est pas capable de parler d'une seule voix sur ces sujets-là? C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réussi à évoluer sur ce sujet-là. Après, négocier, oui. Moi, je ne sais pas du tout quel sera l'aboutissement. Et surtout, est-ce que ça va tenir? Parce qu'il n'y a pas simplement la question du respect des frontières de l'Ukraine, de la question de l'OTAN. Il y a aussi un sujet dont personne ne parle, qui est la question de l'énergie. Excusez-moi. Mais c'est un sujet majeur aujourd'hui. Mais par exemple, est-ce que c'était pour vous une erreur d'évoquer des sanctions économiques contre la Russie? Est-ce que c'est une erreur aujourd'hui de parler d'armer les milices ukrainiennes? Est-ce que pour vous, finalement, vous pensez que la solution forte qui a été adoptée jusqu'à présent contre Vladimir Poutine a été contre-productive? Non, moi je ne pense pas que c'est une erreur d'avoir à un moment monté le ton face à Vladimir Poutine. Par contre, la question d'armer l'Ukraine est un sujet qui, moi, m'inquiète énormément parce qu'on a l'impression que Vladimir Poutine attend que ça pour monter dans l'escalade. Et la question, c'est comment est-ce qu'on redescend? Mais il y a un moment, on peut aussi avoir un rapport de force avec la Russie, mais c'est pour ça que je reparle de la question de l'énergie. La Russie, aujourd'hui, tient l'Europe par des questions de l'accès à l'énergie et la question de ce marché. Et il y a un moment, il va falloir aussi qu'on s'interroge sur comment l'Europe retrouve de l'autonomie sur ces sujets-là pour aussi être moins dépendante économiquement de la Russie. Alors, on va passer maintenant aux questions des radios sur des sujets variés. Alors, la première revient au cas concret dont on parlait tout à l'heure, celui des alliances. À partir du cas de la région Rhône-Alpes, elle vous est posée par Paul Satis de Lyon Première. En Rhône-Alpes, Madame Cosse, un récent sondage du Progrès montre que si on additionne les intentions de vote socialistes et écologistes pour les régionales, la gauche arriverait en tête et donc pourrait garder cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Divisée en revanche, PS et Europe Écologie sont derrière l'UMP et le Front National. La division de la gauche rhône-alpine est-elle donc suicidaire à votre avis? Je pense surtout qu'il oublie de dire que dans ce sondage, le PS fait jeu égal avec la liste écologiste parti de gauche. Et c'est surtout ça qui a été un peu un tremblement de terre en Rhône-Alpes. L'année dernière, nous avons remporté la ville de Grenoble. Donc ça veut dire quoi, que la candidature commune pourrait se faire autour aujourd'hui, de les choses sont très simples. Ceux qui font Europe Écologie en Rhône-Alpes travaillent depuis plusieurs mois à des candidatures qui poursuivent ce qu'on a construit en 2010 là-bas, des écologistes, des citoyens, des membres d'autres partis s'ils le souhaitent, et nous verrons où est-ce qu'ils aboutissent. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une liste écologiste et qu'il n'y aura pas, y a pas la volonté d'avoir une liste d'union avec le PS au premier tour, notamment parce qu'il y a des désaccords très forts
fort avec les socialistes dans le développement économique de cette région. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on prenne acte du passé, des désaccords du passé. Alors, autre question sur le nucléaire et le feuilleton du sort de la centrale de Fessenheim. Une question de Pierre Morer pour la radio alsacienne Radio Dreckland. Emmanuel Cos, bonjour. En Alsace, c'est le dossier du nucléaire qui est encore et toujours d'actualité avec la centrale de Fessenheim. Fermera pas. Vous-même affirmiez suite à une entrevue avec le chef de l'État au mois d'octobre dernier que la centrale fermerait avant la fin 2017. Or, les signaux envoyés par l'exécutif sont pour le moins contradictoires. À la mi-janvier, Ségolène Royal a estimé qu'il serait certainement nécessaire de créer de nouvelles centrales nucléaires en France. Question: qu'attendez-vous concrètement désormais du gouvernement sur cette question de Fessenheim et plus généralement du nucléaire? Alors, ce que j'attends, c'est assez simple, c'est la fermeture de Fessenheim et donc dès 2015, des actes très clairs sur cette fermeture. Et j'attends aussi que l'on commence à débloquer les crédits pour l'accompagnement de cette fermeture et notamment l'accompagnement envers les salariés d'EDF, mais aussi les salariés des sous-traitants qui travaillent à Fessenheim. Et les gens se demandent parfois pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur Fessenheim. On n'a pas choisi cette centrale au hasard et tous ceux qui connaissent le nucléaire connaissent les raisons de pourquoi Fessenheim. Parce que c'est la plus vieille centrale, qu'elle est sur la nappe phréatique d'Europe la plus importante, je dis bien d'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a pas que nous qui insistons sur la fermeture de Fessenheim. Il y a les représentants du Luxembourg, il y a les représentants allemands, et y compris, c'est un sujet aujourd'hui européen. Et objectivement, et je le redis à chaque fois, si le gouvernement veut se fermer d'autres centrales et d'autres réacteurs parce qu'il y a des problèmes de sécurité, très bien. Mais ça commence par Fessenheim. D'accord, c'est en plus, pas à la place. Ok. Exactement. Christophe Joly. Alors Ségolène Royal, justement, disait récemment, dans la construction d'une économie décarbonée, le nucléaire est un atout évident. De quoi vous faire bondir, j'imagine. Absolument, et nous lui avons déjà dit, et surtout je lui ai dit que je ne pensais pas que le rôle d'un ministre, c'était d'aider à faire augmenter les actions d'EDF et la puissance d'Areva. Je le dis très franchement. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Elle a souri. Parce que le sujet... est-ce que la France doit continuer à s'entêter dans la question du nucléaire ? Évidemment, la France a fait ce choix il y a 40 ans. Oui, puis François Hollande avait dit qu'il fermerait Fessenheim aussi. Mais c'est pas seulement ça, c'est que la France a fait ce choix il y a 40 ans. Aujourd'hui, elle est face à des responsabilités très lourdes. Elle a un savoir-faire industriel, mais le problème, c'est qu'elle produit une énergie qui est dangereuse. Elle ne sait pas démanteler ses centrales, elle ne sait pas quoi faire de ses déchets. Et beaucoup de pays commencent à s'en passer durablement. Et en plus, quand on vend des réacteurs comme en Angleterre, avec les 2 EPR qu'on a vendus, on va produire l'électricité qui sera plus chère que l'électricité faite par les énergies renouvelables. Donc, quand Ségolène Royal dit que c'est un atout évident, vous dites que c'est une ineptie, que c'est un Je dis que ce n'est pas un atout, ce n'est pas du tout un atout, et que ce qui serait un atout, c'est qu'aujourd'hui, on utilise le savoir-faire qu'on a sur ces centrales pour justement investir demain la question du démantèlement, parce que le marché du démantèlement est énorme. Et il suffit déjà de regarder les grands groupes industriels qui travaillent sur ces sujets-là. Ils commencent à avoir des marchés très importants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que la France accepte son tournant et sorte du tout nucléaire. Et ça veut dire aussi... Ce qu'elle dit également, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas pour en sortir de 2%. La question, c'est dans 30 ans, il faudra qu'on en soit sorti totalement. Moi, je pense que l'avenir de la France, c'est l'atout de la France, c'est d'être capable de faire totalement son tournant énergétique. La loi de transition énergétique est un premier pas, mais j'espère que dans 30 ans, nous n'aurons plus comme fleuron de l'industrie française le nucléaire français. Vous parvenez quand même à vous parler avec de telles divergences ? Bien sûr. Elle sourit quand vous lui parlez, c'est ça. Pour finir sur un autre sujet, question de Radio Orient posée par Loïc Barrière. Bonjour Emmanuel Cos, lors de vos vœux évoquant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher, vous avez déclaré, je tiens à le dire ici avec force, les musulmans n'ont pas à s'excuser. Vous avez également refusé de parler de guerre, de civilisation. Or, on a quand même entendu certains intellectuels ou certains responsables politiques faire des amalgames. Est-ce que la République devrait se montrer plus fraternelle avec les citoyens de confession musulmane ? Absolument, en tout cas c'est mon sentiment. C'est vrai que moi je suis toujours un peu choquée, et ça date pas d'aujourd'hui, de cette manière dont en France on parle quand même de quasiment 10% de notre population française qui est d'origine musulmane ou musulmane, et y compris d'avoir été convoqué comme ça par des politiques, de dire un tel, parce qu'il a ses origines ou ses croyances, doit s'excuser pour ce qui a été fait. Et la réalité, c'est ce qui a été fait, c'est par des fous, c'est par des gens qui objectivement... L'idée, c'était pas de s'excuser,
l'excuser, c'était qu'on les appelait à se démarquer, à faire le fameux not in my name. Oui, quoi, mais c'est scandaleux. Enfin, excusez-moi, quand une femme dit une connerie, on me demande pas de me démarquer d'elle, une femme politique. Enfin, c'est quoi cette idée? Pourquoi est-ce que parce qu'on est d'origine musulmane ou musulman, on devrait s'excuser de quelque chose et dire c'est pas moi, mais encore, enfin, quand même. C'est quoi cette manière quasiment condescendante de parler à une partie de la population? Et il n'y a pas des Français de première zone et de seconde zone. D'accord. Et c'est pour ça que j'apprécie pas. Et alors l'autre chose, c'est que oui, parler de guerre de civilisation dans notre pays, ça par contre, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, ça nous a aussi permis de se rappeler, c'était quoi quand on vivait avec Nicolas Sarkozy, président de la République, quelle était l'ambiance de conflictualité qu'on voulait mettre dans notre population. Bon, c'est la fin de cette émission. Pour terminer, vous aviez parlé de votre engagement avant d'être à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Votre ambition, c'est d'y rester le plus longtemps possible, à la tête de ce parti? Ça vous plaît, le job vous plaît? Le job me plaît, mais moi, mon ambition, c'est d'être utile. Donc, vous savez, c'est pas la question d'être à une place, et notamment à la tête d'un parti. Mais vous vous sentez utile à cette place, alors? Je m'y sens utile, mais je me sens utile en faisant aussi plein d'autres choses. Donc, la question, c'est comment je peux être utile et essayer de contribuer à ma juste mesure à changer un peu le quotidien. Et la question, et alors la réponse, du coup, vous en avez la question, et votre réponse, c'est quoi? Sur la question comment être utile. Comment être utile, j'essaie de l'être en m'occupant de logement en Île-de-France, en m'occupant d'habitat insalubre et de copropriété dégradée, en essayant aussi parfois d'utiliser ma place et mon pouvoir pour essayer de porter des idées. Donc je pense que je le suis et je pense qu'on pourrait l'être plus, mais ça veut dire aussi que les écologistes doivent arriver à convaincre plus et surtout avoir plus de gens qui les soutiennent. D'accord, merci beaucoup Emmanuelle Cosse d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI.